Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va fondamentalement transformer votre compréhension de ce qui se déroule au Moyen-Orient en ce moment même. En l'espace d'une seule journée, Téhéran a paralysé une portion considérable de l'économie énergétique planétaire. Pas métaphoriquement ou symboliquement, mais concrètement et matériellement. Des dizaines d'installations bombardées à travers plusieurs nations, un passage maritime stratégique verrouillé hermétiquement et une puissance que l'Occident avait cataloguée comme fragilisée et isolée, qui vient de démontrer exactement le contraire de cette perception dominante. Si vous pensiez que cet affrontement resterait cantonné à une zone géographique précise et délimitée, ce qui s'est produit ces dernières heures prouve que cette hypothèse était profondément erronée et naïve. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette analyse détaillée parce que ce que nous allons décrypter ensemble constitue probablement l'un des moments géopolitiques les plus déterminants de la décennie actuelle. Mais attendez, ce que je vais vous révéler va tout changer sur votre vision de ce conflit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal de le faire pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses approfondies sur cette crise historique en développement continu. Commençons par la mort du guide suprême et ce qu'elle a réellement provoqué comme onde de choc à travers la région. Ali Khamenei était à la tête de la République islamique depuis près de 4 décennies entières et continue. 37 années durant lesquelles il avait incarné pour des millions d'Iraniens la continuité d'un projet politique né de la révolution de 1979 et maintenu depuis. Sa mort sous les bombardements américano-israéliens n'est donc pas un simple événement militaire parmi d'autres dans une longue série. C'est un séisme symbolique majeur dont les répercussions dépassent largement ce que les stratèges de Washington avaient modélisé dans leurs scénarios de planification les plus pessimistes. La télévision d'État iranienne a annoncé sa disparition brutale avec les formules habituelles de la rhétorique religieuse chiite traditionnelle profondément ancrée. Il a rejoint les martyrs vénérés, il est parti vers le royaume supérieur éternel. Ce langage spécifique n'est pas anodin ou accidentel dans son choix. Il construit immédiatement pour toute une partie de la population iranienne un récit puissant dans lequel Khamenei n'est plus un homme politique contesté et critiqué pour ses décisions, mais un martyr tombé face à l'agression étrangère, injustifiée et brutale. Écoutez bien ce qui suit, car c'est absolument crucial pour comprendre la suite des événements. 2 images radicalement différentes coexistaient simultanément dans les rues de Téhéran après cette annonce officielle bouleversante diffusée en direct. Des foules massives en deuil profond et sincère, des femmes en larmes inconsolables, des hommes qui récitaient des prières traditionnelles avec ferveur. Et dans d'autres quartiers de la même ville, à quelques kilomètres seulement, des citoyens qui exprimaient ouvertement leur joie contenue depuis des années, des expatriés iraniens dispersés à travers le monde qui pleuraient de soulagement en décrivant ce moment historique comme le rêve que leurs parents et leurs grands-parents n'avaient jamais cessé de nourrir secrètement durant des décennies d'oppression. Cette fracture profonde, cette dualité fondamentale de la société iranienne contemporaine est précisément ce que les analystes occidentaux refusent obstinément d'intégrer dans leur grille de lecture simplifiée et binaire. Ils veulent absolument une société monolithique et homogène, soit entièrement hostile au régime dans son ensemble, soit entièrement dévouée à lui, sans nuance ni contradiction. La réalité observable sur le terrain est infiniment plus complexe, stratifiée et contradictoire que ces schémas binaires réducteurs. Mais voici ce qui compte vraiment sur le plan stratégique immédiat et à long terme pour l'avenir du conflit. Que vous ayez pleuré Khamenei sincèrement ou célébré sa mort violente avec soulagement, la quasi-totalité des Iraniens, quelle que soit leur position politique intérieure, s'accordent sur un point fondamental qui transcende les clivages internes profonds et historiques. Leur chef d'État officiel a été tué par une puissance étrangère hostile et cet acte spécifique, indépendamment de tout jugement moral personnel sur l'homme lui-même et son bilan, devient automatiquement un casus belli collectif mobilisateur pour toute la nation. Saisissez bien l'importance stratégique de ceci pour les semaines à venir.
Khamenei vivant était une figure profondément clivante, contestée ouvertement, critiquée sévèrement et publiquement, y compris au sein même du système politique complexe qu'il dirigeait depuis des décennies avec autorité. Khamenei, mort en martyr sous les bombes étrangères, devient instantanément un symbole mobilisateur puissant que l'Iran peut utiliser stratégiquement pour légitimer chacune de ses ripostes successives aux yeux de sa propre population diverse et d'une grande partie du monde musulman observateur attentif. La stratégie américano-israélienne initiale reposait sur un postulat central apparemment logique et séduisant: décapiter physiquement le régime pour provoquer son effondrement rapide et spectaculaire. Ce postulat fondamental était basé sur une incompréhension totale et dramatique de la manière dont fonctionne réellement la résilience institutionnelle iranienne, sophistiquée, développée méthodiquement sur 4 décennies d'isolation internationale. Le système politique iranien n'a pas implosé comme prévu dans les scénarios optimistes. Il a désigné en quelques heures à peine une direction de transition fonctionnelle et légitime. Il a maintenu ses chaînes de commandement militaire parfaitement intactes, sans interruption notable, et il a immédiatement ordonné avec coordination la riposte la plus vaste, la plus diversifiée et la plus coordonnée de son histoire moderne entière. Ce n'est certainement pas une victoire iranienne absolue et définitive sur tous les plans, mais c'est la preuve tangible et irréfutable que supprimer physiquement un homme, aussi central soit-il dans l'organigramme hiérarchique, ne suffit absolument pas à détruire une nation qui a décidé collectivement de se battre jusqu'au bout coûte que coûte. Parlons maintenant de ce qui constitue le cœur géopolitique et économique de cette riposte historique sans précédent, le verrouillage hermétique du détroit d'Ormuz. Et maintenant, voici ce que personne ne vous dit clairement sur cette dimension capitale. Téhéran n'a pas simplement menacé verbalement de fermer le détroit dans une posture diplomatique classique, il l'a fermé concrètement, matériellement et opérationnellement avec des moyens militaires déployés. La distinction est fondamentale et stratégiquement déterminante pour comprendre la suite. Un navire commercial international qui a tenté imprudemment de forcer le passage maritime a été coulé sans sommation ni avertissement préalable. Le message explicite a été diffusé sans ambiguïté possible à l'ensemble de la communauté maritime internationale observatrice. Personne ne passe désormais par cette voie. Nous sommes entrés brutalement dans une réalité opérationnelle concrète et durable, pas dans une simple posture diplomatique négociable ou temporaire. Comprenons précisément et analytiquement ce que cela implique pour l'économie mondiale dans son ensemble interconnecté. Le détroit d'Ormuz est objectivement le corridor maritime le plus stratégiquement vital de la planète entière, sans exception. Environ 1/5 de l'approvisionnement pétrolier mondial total transite quotidiennement par cette voie d'eau étroite qui sépare géographiquement l'Iran de la péninsule arabique voisine. Quand ce couloir crucial est fermé hermétiquement par des moyens militaires, ce ne sont pas seulement des barils de pétrole brut qui n'arrivent plus à destination finale prévue. C'est une fraction considérable et significative de l'ensemble du système énergétique mondial qui se grippe progressivement et inexorablement. Chaque journée supplémentaire de fermeture prolongée produit des effets en cascade amplifiés géométriquement. Les prix du pétrole brut s'envolent dramatiquement sur tous les marchés internationaux. Les marchés financiers entrent en panique observable et mesurable. Les gouvernements européens et asiatiques dépendants activent leurs réserves stratégiques limitées en sachant pertinemment que ces réserves ne sont pas infinies et s'épuisent rapidement sous consommation continue. Les États-Unis disposent d'environ un mois complet de tampons dans leurs réserves stratégiques pétrolières nationales avant que les conséquences économiques ne deviennent véritablement problématiques et visibles pour leur économie domestique large. L'Europe continentale, dont la structure complexe d'approvisionnement énergétique est structurellement beaucoup plus dépendante des importations externes continues, se retrouve dans une position bien plus fragile, précaire et vulnérable stratégiquement. 2 semaines seulement de fermeture complète et hermétique du détroit d'Ormuz suffiraient largement à provoquer des situations concrètes de rationnement énergétique sévère dans plusieurs pays européens simultanément touchés. Un mois entier de blocage produirait mécaniquement une récession économique profonde, comparable voire supérieure en intensité au choc pétrolier historique de 1973 qui avait paralysé les économies occidentales durant des années.
Ce que Téhéran a parfaitement compris et que ses adversaires occidentaux avaient dramatiquement sous-estimé dans leurs calculs, c'est que fermer hermétiquement le détroit d'Ormuz ne constitue pas seulement un acte militaire tactique parmi d'autres, c'est une déclaration explicite de guerre économique totale et systématique adressée non pas uniquement aux États-Unis et à Israël directement, mais à l'ensemble des nations dont l'économie dépend structurellement de l'énergie du Golfe exportée. C'est forcer concrètement chaque gouvernement d'Europe, d'Asie et d'Amérique à payer directement dans ses comptes nationaux et dans son économie réelle le prix immédiat des décisions stratégiques prises unilatéralement à Washington sans consultation. C'est transformer stratégiquement des alliés potentiellement passifs et silencieux en acteurs contraints qui vont rapidement calculer rationnellement si leur solidarité affichée avec Washington leur coûte économiquement plus qu'elle ne leur rapporte stratégiquement sur le long terme. Et la partie la plus redoutable et sophistiquée de cette stratégie iranienne est précisément celle-ci, rarement analysée. Pour rouvrir le détroit d'Ormuz par la force militaire brute, Washington devrait déployer une opération militaire d'une complexité logistique et d'une ampleur opérationnelle absolument extraordinaire. Déminage naval continu sous feu ennemi permanent. Patrouille navale permanente 24 heures sur 24. Neutralisation systématique des capacités iraniennes, multiples de lancements depuis les côtes fortifiées, qu'il s'agisse de missiles, anti-navires sophistiqués, de sous-marins furtifs ou des essaims de petites embarcations rapides qui constituent précisément l'une des spécialités tactiques reconnues de la marine des gardiens de la Révolution entraînée. Cette opération militaire complexe prendrait logiquement des mois entiers de préparation et de déploiement et mobiliserait nécessairement des dizaines de milliers de militaires supplémentaires actuellement non déployés. Et pendant toute cette durée opérationnelle prolongée, les exportations pétrolières mondiales resteraient gravement perturbées avec des conséquences économiques catastrophiques. Téhéran n'a pas seulement pris en otage stratégique un corridor maritime étroit. Il a pris en otage direct l'économie entière de ses adversaires déclarés et de leurs alliés dépendants. Ajoutons maintenant la deuxième dimension destructrice de cette riposte coordonnée, les bombardements sur les infrastructures gazières du Qatar. Qatar Energy est objectivement l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde par capitalisation. Elle représente à elle seule environ 1/5 du commerce mondial total de gaz naturel liquéfié exporté. Les bombardements iraniens précis sur ces installations critiques ont brutalement stoppé la production jusqu'à nouvel ordre indéfini. 20% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel ont littéralement disparu du marché international en quelques heures seulement. Si nous cumulons maintenant analytiquement les effets combinés et synergiques de ces deux décisions stratégiques iraniennes coordonnées, la fermeture hermétique du détroit d'Ormuz et la destruction partielle des capacités gazières qataries, nous obtenons quelque chose d'absolument inédit historiquement. Une crise énergétique simultanée et synchronisée sur les deux piliers fossiles fondamentaux de l'économie mondiale moderne, interconnectés, le pétrole et le gaz naturel paralysés en même temps. Pour l'Europe continentale spécifiquement, la situation est particulièrement critique et potentiellement catastrophique. Le continent européen avait, au prix d'efforts économiques considérables et de sacrifices politiques réels, progressivement et laborieusement remplacé le gaz russe dont il dépendait structurellement avant 2022 par du gaz naturel liquéfié importé en provenance principalement du Qatar via des contrats long terme. Cette diversification énergétique laborieuse et coûteuse vient d'être complètement anéantie en une seule nuit par les bombardements iraniens. L'Europe se retrouve simultanément sans gaz russe qu'elle a elle-même volontairement renoncé à importer par sanctions politiques et sans gaz qatari que Téhéran vient de rendre temporairement indisponible par action militaire. Les factures énergétiques mensuelles des ménages européens ordinaires ne vont pas augmenter marginalement de quelques pourcentages. Elles vont littéralement exploser de manière exponentielle. Les discussions techniques sur des hausses potentielles de 50, 60 ou même 100% dans certains cas nationaux ne sont pas des projections alarmistes exagérées. Elles sont des extrapolations arithmétiques directes et conservatrices à partir des données de marché actuelles observables. Les banques centrales européennes indépendantes se retrouvent de séance devant un dilemme qu'on pourrait qualifier d'absolument insoluble avec les outils disponibles. Baisser les taux directeurs pour soutenir artificiellement
simplement une activité économique qui s'effondre brutalement sous l'effet de la crise énergétique ou maintenir fermement des taux élevés pour contenir une inflation qui repart violemment à la hausse sous l'effet de ces mêmes prix explosifs de l'énergie importée. Ces deux objectifs macroéconomiques sont devenus mutuellement exclusifs et incompatibles. Il n'existe aucun instrument de politique monétaire conventionnelle actuellement disponible capable de répondre simultanément et efficacement aux deux impératifs contradictoires. Et pendant que les décideurs européens cherchent désespérément une porte de sortie qui n'existe objectivement pas, Téhéran envoie un message politique d'une clarté absolue et brutale. Vous avez utilisé votre contrôle dominant du système financier mondial pour nous asphyxier économiquement avec des sanctions unilatérales. Nous utilisons notre contrôle géographique stratégique sur les voies d'approvisionnement énergétique vitales pour vous démontrer concrètement que nous pouvons faire exactement de même avec des conséquences comparables. Ce retournement sophistiqué de la logique de coercition économique est probablement la dimension la moins commentée publiquement, mais la plus profondément structurante de ce conflit pour l'avenir des relations internationales. Penchons-nous maintenant sur ce que les bombardements sur les bases françaises et britanniques signifient réellement stratégiquement. Une installation militaire britannique stationnée à Chypre a été touchée directement par des missiles iraniens de précision. Une base française déployée aux Émirats arabes unis a subi exactement le même sort coordonné. Aucun observateur sérieux et informé ne peut considérer ces bombardements comme accidentels, mal ciblés ou opportunistes. Ils sont précis, délibérés et porteurs d'un message diplomatique très spécifique adressé directement à Paris et à Londres. Ce message explicite peut se résumer simplement ainsi. Votre participation indirecte à cette agression ne vous protège absolument pas des conséquences directes et matérielles. Vous hébergez des capacités militaires activement utilisées contre nous. Vous êtes donc des belligérants à part entière que vous choisissiez d'assumer publiquement cette étiquette politique ou non. La réponse officielle de Paris a été spectaculaire dans sa forme médiatique, mais vide stratégiquement. Le président de la République a effectué un déplacement soigneusement orchestré et escorté par des avions de chasse jusqu'au lieu de stationnement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la force de dissuasion française. Devant ces symboles imposants de la puissance nucléaire nationale, il a prononcé un discours martial rappelant la capacité de frappe destructrice de l'arsenal français, soulignant qu'un seul de ces sous-marins transportait une puissance destructrice équivalente à l'ensemble cumulé des bombardements européens de la Seconde Guerre mondiale. Ce type de démonstration musclée sert d'abord une fonction politique intérieure. Montrer aux Français que leur pays dispose de moyens militaires et ne se laissera pas intimider facilement. Mais sa valeur stratégique réelle face à Téhéran est quasi nulle. Personne d'informé ne croit sérieusement que la France utilisera ses armes nucléaires stratégiques contre l'Iran en réponse proportionnelle à une offensive sur une base militaire aux Émirats. Ce serait un suicide géopolitique absolu et définitif. Téhéran le sait parfaitement, tout le monde le sait. Le discours de Macron existait donc davantage comme performance politique interne que comme menace crédible externe. Du côté britannique, la posture adoptée est encore plus révélatrice des contradictions profondes dans lesquelles se débat l'Europe actuelle. Le Premier ministre britannique affirme publiquement ne pas vouloir entrer en guerre directe contre Téhéran, tout en confirmant simultanément que le Royaume-Uni autorise explicitement Washington à utiliser ses bases militaires pour conduire des opérations offensives contre le territoire iranien souverain. Cette contradiction flagrante et assumée est précisément ce que Téhéran a choisi de mettre en lumière brutalement en bombardant les installations britanniques. On ne peut pas simultanément héberger les bombes de son allié et prétendre être un acteur neutre. On ne peut pas bénéficier du confort de l'ambiguïté stratégique quand les missiles qui décollent de vos bases tuent des gens. Téhéran a forcé la clarification politique que Londres et Paris s'efforçaient désespérément d'éviter publiquement. Évoquons maintenant la dimension cybernétique de ce conflit qui est en réalité l'une des plus troublantes et inquiétantes. Des informations commencent à circuler sur la manière dont les services de renseignement américains ont localisé Khamenei avant les bombardements initiaux.
L'une de ces informations concerne l'infiltration de l'application de prière la plus utilisée d'Iran, un outil numérique utilisé quotidiennement par des millions de croyants pour organiser leurs pratiques religieuses personnelles. Selon ces éléments qui circulent, cette infiltration aurait permis deux choses: contourner les coupures d'accès à Internet en Iran pour diffuser des messages de propagande directement aux civils et géolocaliser certaines personnes, potentiellement des membres de l'entourage du guide suprême. Si ces informations sont exactes, ce qu'elles révèlent dépasse largement le cadre de cette guerre particulière. Instrumentaliser une application de prière comme vecteur d'espionnage et de guerre psychologique, c'est transformer la foi religieuse de millions de personnes ordinaires en surface d'attaque militaire. C'est exploiter ce qu'il y a de plus intime dans la vie d'un individu, sa relation avec le sacré, comme un outil de renseignement. Cette méthode soulève des questions qui ne concernent pas uniquement l'Iran. Si cela est possible avec une application de prière, pourquoi pas avec n'importe quelle application sur n'importe quel marché, dans n'importe quel pays. La guerre numérique ne se déroule pas dans un espace séparé de la réalité ordinaire. Elle se déroule dans les appareils que nous utilisons chaque jour, dans les plateformes que nous considérons comme des espaces privés, dans les outils qui structurent notre vie quotidienne. Si vous voulez continuer à suivre cette analyse en temps réel, abonnez-vous maintenant. Les développements de cette crise vont s'accélérer et je serai là pour les décrypter avec vous. Ne clignez pas des yeux, car ce qui se joue maintenant au Moyen-Orient pourrait redéfinir l'ordre mondial pour les décennies à venir.